Et puis au milieu de la Révolution française, il y a un petit texte de l'abbé Sieyès qui dit à un moment donné: les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Et oui, l'abbé Sieyès, leader révolutionnaire, est l'un des fondateurs du système représentatif. Il rejettera jusqu'au bout l'idée de créer un véritable gouvernement démocratique et s'opposera fermement à tout système intégrant le peuple aux décisions politiques. C'était une manière de combiner deux choses qui apparaissaient incompatibles. De combiner le fait que l'origine du pouvoir, la légitimité résidait dans le peuple, mais qu'en pratique, il était hors de question de confier au peuple le soin de prendre des décisions et de se gouverner. Donc on combinait finalement le contradictoire, le principe du nombre, de la légitimité populaire, et le principe du gouvernement par quelques-uns. C'est ça qui est le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Avant 1789, une nouvelle prospérité économique permet aux artisans et commerçants une ascension sociale fulgurante. Mais le pouvoir leur est toujours inaccessible. Et oui, en monarchie, le roi est seul aux commandes et le pouvoir se passe de père en fils. Pas question de partager. Mécontents de ce système, ces nouveaux riches se révoltent pour prendre le pouvoir. Ce sont les meneurs de cette révolution. La monarchie renversée, ils instaurent la démocratie made in noblesse, c'est-à-dire l'organisation d'élections au suffrage censitaire où seuls les riches peuvent voter. Pourtant, le petit peuple aura bien tenté de s'organiser pour créer ce qui lui semblait le plus juste, une véritable démocratie où l'ensemble des citoyens prennent part à la vie politique. En vain. Vous l'aurez deviné, ce qui semblait être une révolution n'est finalement que l'accession au pouvoir de la bourgeoisie. Le peuple est écarté de toute activité politique. Donc il y a eu un processus de substitution, une sorte de tour de passe-passe, dans lequel finalement cette assemblée de représentants en est venue à se penser comme le peuple lui-même. Il y a eu un processus d'identification entre la représentation et la souveraineté populaire. Mais il y a un élément aristocratique absolument évident, c'est que seule une petite fraction de la population gouverne au nom de tous les autres, et tous les autres sont clairement exclus du jeu politique. Et ça, c'est une volonté qu'ont eu les révolutionnaires anglais et américains et français à la fin du XVIIIe siècle. Le vote, c'est l'élément démocratique du gouvernement représentatif. C'est celui qui fonde sa légitimité face au peuple. Puisque le vote donne véritablement le sentiment que les citoyens ont une capacité d'influence sur le pouvoir et ont une capacité de sanctionner ou de récompenser ceux qui les représentent. C'est le vote qui est le fondement du lien représentatif dans notre gouvernement représentatif. C'est pour ça que le vote est aussi important. Le vote est ce qui consacre cette élite de gouvernance. Sans le vote, ils ne sont rien. Très clairement, ils peuvent parler au nom du peuple, ils peuvent se servir du peuple comme argument pour produire la décision, et si par hasard, comme dans le roman du romancier portugais José Saramago, les citoyens décidaient de ne plus aller voter, ou de tous aller voter blanc, le système s'effondrerait d'un seul coup. 30 ans que la gauche et la droite s'alternent au pouvoir, mais les thèmes de campagne restent immuables. À droite, on parle d'autorité, de sécurité et d'immigration. La vérité, c'est que l'Europe ne peut plus continuer à être une Europe passoire. Que l'Europe doit vous protéger. Que l'Europe doit vous défendre. Je diviserai par 2 le nombre d'étrangers accueillis sur notre territoire. La gauche, elle, privilégie les thèmes comme la solidarité, la culture et la justice sociale. La justice, c'est partir à la retraite à 60 ans quand on a ses annuités. La justice, c'est taxer les revenus du capital comme ceux du travail. C'est dissuader les rémunérations indécentes. L'existence d'un véritable débat de fond est complètement anéantie par la recherche du pouvoir. Les partis mettent en avant des thèmes pour ratisser l'électorat le plus large possible, laissant croire à une bataille gauche-droite. Mais quel que soit le pouvoir en place, le programme économique, lui, reste inchangé. Privatisation, libéralisation, discipline budgétaire.
comment nous étonner aujourd'hui de l'abstention croissante de la population face à cette situation de rapprochement et d'indifférenciation de l'offre politique et à la frustration et à la déception qu'elle produit. On le voit avec le gouvernement actuel qui, sans avoir promis grand-chose, n'est même pas en mesure de tenir ses promesses. Autre chiffre définitif, celui du taux d'abstention. Plus de 11 millions d'électeurs n'ont pas voté dimanche, un chiffre record. Que cache-t-il? Un divorce avec les politiques? Un divorce qui ne date pas d'aujourd'hui, mais que les gouvernements successifs préfèrent nier. Les résultats des élections sont toujours donnés en pourcentage de votants, en prenant bien soin d'en exclure l'abstention de manière à ne pas révéler l'ampleur de la contestation ou du désintérêt des Français. D'autres résultats. Attardons-nous sur un exemple récent. Les résultats officiels des législatives de 2012. Oui, Élise, et elle concerne des personnalités politiques de premier plan. À commencer par Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget est réélu. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, et lui est aussi réélu dans la Haute-Marne, vous le voyez. Attention, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, il est battu au profit du candidat UMP. Encore un résultat, celui de Stéphane Le Foll. Maintenant, incluons l'abstention dans le résultat final. Oui, Élise, et elle concerne des personnalités de premier plan, à commencer par Jérôme Cahuzac, qui n'obtient pas la majorité dans le Lot-et-Garonne. Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, est lui aussi battu en Haute-Marne. Il ne réunit que 32,6% des voix, insuffisant pour représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. Dans les Vosges, l'abstention arrive également en tête. Jack Lang et Gérard Cherpion sont donc battus. Encore une fois, pas de représentants élus pour cette circonscription. Bilan catastrophique pour ces législatives. Seulement 17 députés élus sur les 577 sièges de l'Assemblée nationale. Le peuple n'a pas en lui-même de pouvoir entre deux élections. Et il est arrivé bien des fois dans la dernière période, je pense par exemple au traité de Lisbonne, où 80% des parlementaires, donc du Parti socialiste, de la droite de l'époque, etc., et la présidence, 80% des parlementaires soient pour un traité, que les Français votent à 55% contre. Ce qui prouve que quand il y a référendum, effectivement, le peuple peut. Mais ça ne peut pas être le peuple qui décide qu'il y a un référendum. Le référendum. Unique moyen d'expression des citoyens entre deux élections. En tout cas, sur le papier. Voyons dans les faits. Lors du dernier référendum, qui a eu lieu en 2005, les électeurs devaient répondre à la question suivante. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Tout le monde avait débattu, échangé, réfléchi, communiqué. Au final, les Français avaient dit non à 55%. Une catastrophe pour l'ensemble de la classe politique, persuadée de l'absolue nécessité d'approuver ce texte. La solution est simple. Ils vont bricoler l'ancien texte, changer quelques tournures de phrases et surtout changer le titre. Désormais, on parlera du traité de Lisbonne. Cette fois, le président ne prend pas le risque du référendum. Non, le Parlement valide le traité sans l'avis du peuple et le tour est joué. Résumons. Un texte que 55% des Français rejettent sera tout de même validé 4 ans plus tard. Le référendum a joué son rôle, il a participé à l'illusion de la démocratie. Et cela donne aujourd'hui un texte très compliqué, compréhensible justement uniquement par les juristes, un texte de 300 pages. Alors, est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe? Eh bien là, je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion. Il ne faut pas oublier que le régime qui est le nôtre aujourd'hui, la démocratie dite représentative, c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, justement pour constituer une alternative à la fois à la démocratie et à la monarchie. C'est un régime qui n'a de démocratie que certains aspects, qui ne correspond pas véritablement à l'idéal démocratique originel. Donc n'oublions pas que nous n'avons jamais été véritablement en démocratie. Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus, ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre qui ne sont en
en aucun cas en position de responsabilité politique. Ça, c'est la première raison évidente pour laquelle la démocratie ne se résume pas à l'élection. Il est clair qu'aujourd'hui, l'argent joue un rôle de plus en plus important en démocratie. On voit dans un certain nombre de démocraties, à commencer par la démocratie américaine, qu'il faut être riche pour se faire élire. C'est ce qu'ils appellent les deep pockets, les poches profondes. Aujourd'hui, les candidats doivent pouvoir mobiliser des moyens financiers importants. Et donc, du coup, ceux qui sont capables de financer ces élections ont une voix prépondérante dans la politique américaine. Donc ça, c'est un premier point. L'argent est corrupteur des démocraties et est aujourd'hui en train de les, clairement, de les désubstantialiser, de les dévitaliser. Il est clair aujourd'hui que nos représentants ne sont sociologiquement pas représentatifs de la population. On a beaucoup parlé du club de vieux mâles blancs éduqués que seraient nos assemblées politiques, et c'est clair qu'aujourd'hui, les choses ne bougent qu'à la marge. Mais dans un système représentatif, nos représentants ne devraient-ils pas être représentatifs du peuple pour le représenter? Ça se complique. Allons fouiller du côté de la Constitution de notre République pour éclaircir tout ça. Article 2. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une belle affirmation immédiatement corrigée par l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le référendum, on a vu le résultat, vous vous souvenez. Quant aux représentants, ils incarnent la volonté du peuple, mais sans lui ressembler sociologiquement. La Constitution n'évoque aucunement l'idée d'avoir une assemblée à l'image du peuple. Actuellement, l'Assemblée nationale est composée de 577 représentants du peuple. C'est bien, cela devrait permettre une bonne représentation du pays. Regardons ça de plus près. En France, les ouvriers et les employés représentent plus de 50% de la population. À l'Assemblée, seulement 1,9% des députés sont de ce milieu. À l'inverse, les cadres supérieurs ne représentent que 16% de la population alors qu'ils composent à plus de 81% l'Assemblée nationale. Quelles en sont les conséquences? Tout simplement la défense de leur propre intérêt. Un exemple. 20% des ménages les plus riches auxquels appartient en majorité la classe politique bénéficient de 79% des réductions d'impôts. On voit bien que l'intérêt général n'est pas à l'ordre du jour de nos députés. Pour produire des décisions, il faudrait être qualifié, il faudrait avoir des capacités supérieures à celles du citoyen ordinaire. Or, la démocratie repose sur un principe symétriquement inverse. La démocratie pose une fois pour toutes que chacun est également jugé apte à produire du jugement politique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que on a des parcours qui sont extrêmement normalisés et qui commencent très très tôt. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on est presque déjà un professionnel de la politique. Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez, la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis. Elle a beaucoup servi pour justifier le pire. Le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire, qui a consisté à dire que la démocratie, c'était le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Il avait raison? Eh ben non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison? Parce que si la démocratie on peut vivre... Mais il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs. Ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire. Surtout qu'elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné. Ça, c'est un fait. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait. Il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade. N'est-ce pas ? La démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne, dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme. C'est ça le sujet. C'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi, ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien
que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre, pour qu'il puisse alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Hein. Donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Vous comprenez? Démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. Mais je reviens sur ce point dans notre régime. Quel est le pouvoir du peuple? En quoi le peuple participe-t-il aux décisions les plus fondamentales? Les décisions de politique étrangère, les décisions concernant le statut des banques, les décisions concernant l'économie et ses orientations. Ces représentants dans l'Assemblée participent à ces décisions. Le représentant fait partie d'une classe politique qui fait partie d'une oligarchie générale. Il connaît les réalités, comme il dira toujours. Quand on veut dominer un peuple, on commence par lui dire, vous savez, il y a les réalités. Les réalités, ce sont celles du consensus politique existant, c'est tout. Et il doit les accepter, il doit se plier à ces réalités. Je peux avoir un certain nombre de besoins, de revendications. Si je vous suis, et si je suis partisan d'un changement radical de la société, alors il ne me reste que la violence ou l'abstention dans un phalanstère que je construirais loin du monde. Mais non, c'est de la polémique, ça. C'est de la polémique, dire qu'on est acculé au choix entre violence ou phalanstère. Pas du tout. Ben, si le vote ne sert à rien avec l'ensemble de mes concitoyens, que me reste-t-il? Mais la politique, ça consiste à organiser directement, à s'organiser soi-même d'abord et à s'organiser directement avec des gens. Les grands mouvements politiques novateurs n'ont pas commencé par les élections. Hein. Parce que d'où ils viennent, les candidats aux élections? Ils viennent de vieux mouvements politiques ancestraux qui ont été faits par des militants politiques et pas par des électeurs. Donc la question de la politique, c'est la question de ces militants. C'est la question de ceux qui proposent et sont actifs au nom de la représentation qu'ils se font de ce que la société doit devenir. Et ce n'est pas des gens qui vont mettre en rampant dans un isoloir, ça c'est formidable comme mot, l'isoloir. La politique c'est être tous ensemble, mais là c'est l'isoloir. Alors qu'ils vont mettre dans un isoloir un petit papier. Alors mettez-le si vous voulez, votre papier, mais venez pas après pleurer concernant les déceptions graves qui vont être les vôtres. Hein, vous allez beaucoup plus loin, vous dites que la démocratie est inféodée au capitalisme. Absolument. Et que donc on ne peut pas du tout compter sur le système démocratique pour réformer le capitalisme. Mais absolument, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit tous les jours. Où voyez-vous qu'il n'en a même pas le projet. Les politiciens démocrates aujourd'hui n'ont nullement le projet de sortir ou de transformer le capitalisme. Je n'ai jamais entendu aucun d'entre eux le dire. Simplement le dire. Oui, notre président a dit à un moment, mes ennemis, c'est les financiers. Aujourd'hui, il semble que ce soit quand même ses plus grands amis. Donc c'était une parade électorale. En réalité, la contradiction dont parle mon ami Marcel Gauchet, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je vois une homogénéité profonde entre le régime parlementaire et représentatif et l'expansion du capitalisme. Et je le comprends très bien, puisque finalement, ce que le capitalisme demande aux individus, c'est de se comporter justement comme des individus. C'est d'être des individus mus et développés par leurs intérêts. C'est la doctrine libérale, depuis toujours. Et la politique parlementaire, c'est ça. C'est des gens qui vont voter une fois tous les 4 ans, en fonction de quoi? En fonction de ce qu'ils s'imaginent être leurs intérêts. C'est donc une clientèle préformée pour le développement du capitalisme. Et de ce point de vue-là, démocratie ne signifie rien dans ce cadre-là, d'autre que être en réalité interne, déclarer qu'on est interne à l'organisation sociale dominante.